Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Philippe, le septuagénaire violemment agressé et roué de coups à Vieux-Condé dans les Hauts-de-France, est malheureusement décédé hier. Il avait été hospitalisé jeudi dernier dans un état critique et a succombé à ses blessures. Tout ça pour avoir demandé à des jeunes de faire moins de bruit. Cet acte atroce nous rappelle la mort du jeune Miloud, tué le 22 février dernier en voulant rendre service dans le quartier de Bagatelle à Toulouse, un quartier proche du Mirail. Il aurait dû fêter ses 25 ans hier. 2 victimes aux 2 bouts de la France et aux 2 bouts de la pyramide des âges, victimes de la violence gratuite de jeunes sans aucun respect de la vie humaine. Nous sommes en compagnie de Grégory Joron, secrétaire général d'unité SGP Police FO. Bonjour Grégory Joron. Bonjour. Quand on voit ces 2 crimes abominables, Miloud aurait fêté ses 25 ans hier, le jour où Philippe est décédé, on se pose une question, est-ce que le surmoi, c'est la chose qui en psychanalyse vous empêche de faire ce que la morale interdit de faire, a disparu chez certains adolescents? Oui. Malheureusement, oui. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de croiser Maurice Berger, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un pédopsychiatre et psychiatre, spécialiste d'ailleurs des enfants violents, pour le coup, qui a longtemps travaillé en centre d'éducation fermé, et qui, lui, a je trouve, justement, cette expérience-là, ce recul, cette analyse sur, malheureusement, ces jeunes ultra-violents, de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, et qui, malheureusement, retrouvaient dans les derniers temps, dans ces centres d'éducation fermés, avec justement, c'est ça, c'est-à-dire aucune conscience du rapport aux autres, du mal qu'on peut faire, et surtout, pire encore, aucune empathie une fois que les choses étaient faites, et ça pose de réels problèmes, en effet. Excusez-moi, mais à mon âge, je suis quinquagénaire, vous le savez, on n'aurait jamais imaginé tabasser à mort un jeune à plusieurs comme Miloud, et encore moins un septuagénaire. C'est uniquement l'éducation, les familles, comme en a parlé Emmanuel Macron, ou est-ce que c'est beaucoup plus vaste que ça? Moi, je crois qu'il y a évidemment beaucoup de facteurs. Alors, je suis pas un spécialiste. J'ai lu du coup ce qu'il avait produit, notamment un bouquin sur les centres d'éducation fermés, et son analyse qui me semble, moi, en tout cas, être juste, ou en tout cas que je partage, et qui disait tout simplement qu'en effet, il y avait forcément une question évidemment d'environnement familial, avec souvent des violences très tôt, ou en tout cas ces enfants-là ont été témoins de violences très tôt, victimes de violences aussi potentiellement très tôt. Donc ils ont grandi avec la violence, et surtout, malheureusement, ils ont été confrontés pour la plupart à la délinquance assez rapidement, avec, il faut bien le dire aussi, une limite qui n'a pas du tout été posée, puisque c'est ce qu'il revendique, et je trouve que c'est assez juste, c'est qu'à un moment où il n'y a pas de limite, où on ne donne pas de bornage, finalement, ne serait-ce qu'une sanction pénale avec du sursis, ça efface finalement l'acte dans la tête du jeune, parce qu'il se dit, en fait, je risque rien, et c'est comme ça qu'on va tout doucement vers justement des attitudes ultra violentes qu'on a pu le voir avec les tabassages dont vous parlez, qui ont engendré 2 morts malheureusement. Grégory Joron, vous, en tant que patron de syndicat de policiers, vos collègues et vous-même le voyez, vous nous le dites d'ailleurs quand on se parle en plateau ou en off, les jeunes multirécidivistes qui n'ont jamais eu une sanction, est-ce que finalement l'absence de sanction, c'est pas le premier encouragement à recommencer et de manière toujours plus violente pour les mineurs? Bien sûr que si, et en plus c'est évidemment l'absence de sanction qui, à mon avis, finalise la chose. C'est-à-dire qu'on a déjà des jeunes qui ont un problème de rapport à l'autre, très clairement, qui ont un seul mode d'expression qui devient un mode d'expression établi, c'est-à-dire le rapport de force et la violence, et aucune capacité de l'État finalement et de réponse pénale à pouvoir leur donner un contenant. Parce que ce qui est important, c'est peut-être ça. C'est-à-dire que quand ils sont en centre d'éducation fermé, quoi qu'on puisse en penser, ou en tout cas prise en main par une sanction pénale qui est assez claire, ils ont un contenant. C'est-à-dire qu'on les oblige quand même à réfléchir un peu, à être encadrés sur leur quotidien, ce qu'ils n'ont pas à l'extérieur. Et Grégory Joron, quand vous rencontrez les politiques, et vous rencontrez notamment le ministre de l'Intérieur régulièrement, et vous en avez rencontré plusieurs auparavant, quand vous leur dites ça, est-ce qu'il n'y en a pas un qui vous dit on va faire une loi pour arrêter avec l'impunité des mineurs? Ou alors comment est-ce qu'ils réagissent?
Vous savez, c'est toujours la difficulté, une, des calendriers politiques. Deux, la difficulté, c'est que moi, je vois beaucoup de ministres, en effet, mais c'est souvent quand même le ministre de l'Intérieur, qui Oui. malheureusement, même si il peut échanger avec son homologue de la justice, ça reste quand même des lois qui sont portées en général par le garde des Sceaux. Il y a eu une modification de la justice des mineurs dernièrement, avec une espèce de césure où on les juge en premier lieu pour savoir s'ils sont coupables, et 6 mois après, on va leur donner leurs sanctions. Je suis pas sûr que ça règle l'ensemble de nos problèmes, malheureusement, pour être totalement franc. Je pense qu'encore une fois, pour ces jeunes ultra-violents qui multiplient les faits divers plus ou moins dramatiques, vous en avez rappelé 2, qui le sont extrêmement en début d'émission, je pense que là, il faut plus poser de questions à un moment donné. Cette répression, quoi qu'on puisse en penser, elle est nécessaire, je le répète, parce que ce sont des jeunes ultra-violents qui ont besoin d'un contenant pour justement leur expliquer qu'à un moment donné, il y a une butée. Si on n'y met pas de butée, on n'y arrivera jamais. Grégory Joron, pour la mort tragique de Philippe à Vieux-Condé dans le Nord, est-ce que vous avez des infos sur le profil des 3 jeunes qui l'ont tué? Ils ont de 18 à 14 ans, c'est des multirécidivistes, vous avez des infos dessus? Non, en toute franchise, j'ai aucune info dessus. Bon, on va évidemment, je vais être taxé de faire des raccourcis. Je serais très étonné que ce soit des primo-délinquants, pour tout dire, clairement. Maintenant, on verra ce que raconte l'histoire. Si c'est pas le cas, et si ce ne sont pas des primo-délinquants, je le répète, tout ce qu'on vient de se dire là prendra, pour le coup, son sens complet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, malheureusement, je le répète, c'est pas pour se faire plaisir, parce que la réalité, c'est que ces victimes-là, aujourd'hui, elles sont démonétisées. Hein. Ces victimes-là, malheureusement, ce qui leur est arrivé, si rien ne change après, et si on ne prend pas compte que cette jeunesse ultra-violente, on doit les contenir, y mettre un bornage, et surtout, encore une fois, une limite bien précise, et qui soit dure. Je le dis, c'est pas des poncifs, hein. Mais c'est un psychiatre qui le dit. Grégory Joron, hier dans ce studio, on avait Judy Kael-Hirel, journaliste, qui a failli mourir en portant secours à une femme dans le métro qui était victime d'une agression sexuelle. Le type l'a attaqué par derrière, il a eu 14 fractures au visage, vous voyez un peu. Et dans son livre, il écrivait qu'au rythme où ça allait, il avait peur que les gens fassent de l'autodéfense. Est-ce que vous entendez les familles des victimes qui disent maintenant on va acheter une bombe à poivre, on va acheter un taser et on va se défendre nous-mêmes? Est-ce que vous sentez dans la population, dans les gens qui vont porter plainte, que ça pourrait arriver? Enfin, rappelez-vous, malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est évidemment quand on est, je crois, des démocrates et des républicains convaincus, il me semble ce qu'on est tous les deux, je crois qu'on croit beaucoup à notre état de droit, on croit beaucoup justement au pouvoir régalien, on croit beaucoup surtout que la police doit être là pour protéger la population et qu'on ne doit pas en revenir à une forme de western où finalement chacun va faire sa loi et surtout s'armer parce qu'il se sent en danger. Ça serait évidemment dramatique, mais par contre, faut pas juste avoir une pensée de bisounours, c'est malheureusement le cas, vous le savez, il y a des associations de quartier qui en ont ras-le-bol et qui se mettent à faire des patrouilles, et ça a déjà défrayé la chronique, qui vont même aller virer des dealers sur les points de deal. C'est déjà arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, et je pense qu'à l'échelle individuelle, évidemment, il y a peut-être des gens qui craignent pour leur sécurité, suivant les transports en commun qu'ils empruntent ou la route qu'ils empruntent pour rentrer chez eux. C'est dramatique dans une démocratie comme la nôtre. Dernière question. Hier, Gérald Darmanin a cité dans l'hémicycle les policiers qui sont morts en service. Une partie des députés LFI ne s'est pas levée. On a vu que Raquel Garrido se levait, mais beaucoup ne se sont pas levés. Je voudrais votre réaction en tant que syndicaliste. J'ai envie de dire sans surprise, toujours à peu près là où on les attend, pour le coup, un peu au fond de la gamelle. Hein. Je suis désolé, c'est brutal, mais c'est réel. Je pense que dans ces cas-là, il porte une écharpe tricolore, hein, il l'affiche assez régulièrement, même dans des manifestations interdites. Ils sont censés représenter justement l'ensemble du peuple au sein de cette assemblée. Je trouve ça vraiment dramatique, très triste pour la République que des élus justement de cette même République ne se lèvent pas lorsqu'on énonce les noms et prénoms de policiers morts en service, c'est-à-dire morts pour leur sécurité finalement. Merci beaucoup Grégory Joron. Je rappelle que vous êtes secrétaire général d'Unité SGP Police FO.